l'année dernière avec un certain nombre de parents de la Providence, dont je pense à Vanessa Lotte Martino qui m'accompagnait donc l'année dernière à une conférence pardon, en présentiel que vous présentiez au sujet du harcèlement scolaire. Donc, on a été séduite par l'approche développiez au sein d'Educat, à savoir que dans la problématique des conflits, ce que vous apportiez d'original, finalement, c'est de ne pas rester à la surface du symptôme et du conflit, mais d'aller plus en profondeur dans une compréhension de la cause du conflit et quelque part, donc d'apporter des solutions pour traiter le mal à la racine. Donc, comme ça l'est exprimé dans le titre, ce soir, il va être question de prévention et de résolution des conflits à l'école et en famille à travers une méthode, la méthode T'as tout compris, que Marie-Pierre, vous allez nous exposer ce soir. Voilà. Merci d'être là, Marie-Pierre. Et pour ma part, je vais couper mon micro. Et donc, ce qui est prévu, c'est que Marie-Pierre expose donc pendant une petite heure environ, ou un peu moins, on verra. Les questions peuvent être énoncées au fur et à mesure sur le chat. Et puis, on pourra donc en discuter en dernière partie de visioconférence. Parfait. Merci Lila pour cette organisation. On attend encore quelques minutes, 1 ou 2 minutes et on démarre. Ça vous va? On a 29 personnes. Allez, à la 30e, on commence. Je crois il est 20h10, je pense que tu peux y aller. Oui, bah alors déjà, attends, est-ce que je vais mettre mon écran et vous allez me dire si vous voyez. Voilà, alors là, hop, à partir de là. Alors, je suis sur un écran noir. Pourquoi? Je suis en train de partager votre écran. On avait ta première diapo à l'instant. Ah, bon, alors attends, c'était peut-être un peu long. Je vais redémarrer à partir du début. Ah, alors j'ai un problème. Là, je ne vois plus rien, moi. Zut. Est-ce Est-ce que que vous là, vous voyez? avez 2 écrans? Est-ce que vous avez 2 écrans? Bonjour Marie-Pierre, vous avez 2 écrans ou pas? Non, je n'ai qu'un seul. Il n'y a qu'un seul écran, d'accord. Ouais. En fait, c'est en passant en mode diaporama que l'écran noir s'affiche. Voilà, Ah c'est bon. super, c'est bon là, c'est OK. OK? C'est C'est OK. OK. Bon, bah parfait. On va croiser les doigts et continuer comme ça. C'est toujours un petit peu aléatoire ce genre de situation. Enfin, en tout cas pour moi, qui ne suis pas une spécialiste de l'utilisation de ce type d'outils. Bon, bah alors, écoutez, on va commencer. Dominique, toi, tu peux continuer à faire entrer les personnes dans la salle, c'est ça? Oui, Ok, bah c'est ce c'est que je bien. fais. Comment? C'est ce que je fais. D'accord, très bien. Alors allons-y. Bah, écoutez, déjà, bonsoir à tous et à toutes qui sont connectés ce soir. Je suis ravie de partager avec vous quelque chose qui vraiment aujourd'hui porte beaucoup qui porte ses fruits. Enfin, c'est-à-dire petit à petit, ce travail a été commencé pour moi il y a 7, 8 ans à peu près. Et c'est le fruit vraiment d'une maturation. Enfin, c'est un chemin de vie, en fait. Et la méthode, t'as tout compris, est née de ce chemin de vie et de ces expérimentations sur le terrain. Donc, ça me Mais fait ça, parce qu'il y a des motos. comment? Ah, si vous pouviez couper, alors voilà, toutes les personnes qui sont en ligne, si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Et je précise que lorsque vous avez des questions à poser, eh bien, vous pourrez les poser sur le chat. Et ensuite, Dominique ou Lila vont prendre les questions les unes après les autres pour me les poser. Et puis, comme ça, on pourra avoir une interaction de cette manière-là.
mais J'ai pas, coupé pas le de micro. manière, voilà, pas de manière orale, parce que comme on est malgré tout trop nombreux pour cela, ça serait une cacophonie, on aurait beaucoup de mal à s'en sortir. J'ai Mais coupé ça, le micro. voilà, mais ça vous permettra néanmoins de pouvoir partager. Alors, la méthode, tu as tout compris que je vais vous présenter, effectivement, mais je vais vous en présenter les fondements, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a amené à aller sur ce chemin-là. Et pour moi, aujourd'hui, le sens profond de cette méthode, c'est vraiment une éducation à la paix. Donc, je vais vous en tracer les grandes lignes, les fondations, ce que j'ai mis en place, compris et expérimenté, puisque maintenant on en est à notre troisième année d'expérimentation. Donc, je partagerai avec vous ces différentes étapes. Alors, euh, petite présentation. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé un parcours professionnel en étant enseignante dans le secondaire où j'ai travaillé pendant 15 ans. Et puis, durant cette période, j'avais été confrontée à des situations pédagogiquement difficiles pour moi, avec des enfants qui n'étaient pas scolarisés d'une manière très adaptée. Je dirais, je travaillais dans des grands ensembles, dans des banlieues où la souffrance en fait des familles alentours faisait que les enfants à l'école étaient très agités ou pas en capacité forcément d'apprendre. Et donc, du coup, c'était un véritable challenge de se trouver avec une classe et des enfants qui sont pas très intéressés parce qu'on pouvait faire. Donc ça m'a tout de suite conduit à il faut que je me m'occupe de moi, que j'arrive à savoir qui je suis, comment je fonctionne et que je ne réagisse pas dans la violence dans des situations que je pouvais ressentir comme violentes de l'extérieur. Parce que mon rapport, alors donc j'ai fait donc ce parcours-là et je suis ensuite donc je me suis formée dans différentes techniques de connaissance de soi, de psychothérapie, de développement personnel. Enfin, je suis vraiment allée chercher les choses qui pouvaient me donner des réponses sur ce que je ressentais, sur les difficultés que j'avais à être en lien avec mes élèves au niveau professionnel et de la perte de sens également qui pouvait pour moi être présente puisque j'ai arrêté de travailler pendant une année, j'ai pris une année de disponibilité parce que j'avais vraiment l'impression que je faisais un travail de répression, enfin, et que c'est pas ça que j'avais choisi. En fait, j'avais envie d'être enseignante et j'avais pas envie d'être dans la police, en fait. Donc, ça m'a questionnée. Et j'ai donc fait un parcours personnel qui m'a redonné envie d'aller dans l'éducation nationale et puis d'accompagner les enfants du mieux que je pouvais, mais en tout cas en me protégeant aussi davantage. Et parce que mon rapport à la violence, en fait, était bien sûr pas conscient, mais j'ai vécu dans un milieu où j'avais un père qui pouvait être violent à certains moments et que moi, la violence, ça me mettait en retrait et dans la peur. Et du coup, je faisais tout pour éviter les conflits. Mais quand on fait tout pour éviter les conflits, ben, on les résout pas. Et quand on les résout pas, ben, ils finissent par apparaître de manière plus importante, hein. Donc, voilà, ce rapport à la violence, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Et c'est peut-être pas par hasard, d'ailleurs, que je me trouvais dans des quartiers difficiles avec un certain type de violence. Mais j'avais besoin d'en comprendre le sens. Et j'ai eu besoin d'en comprendre le sens, et pour moi, et pour les situations extérieures, afin de pouvoir agir. Donc, pour moi, l'idée du conflit est de toute manière universelle, c'est-à-dire qu'il est bien normal qu'on puisse avoir des périodes où nous sommes en conflit les uns avec les autres parce que nous sommes différents, qu'on peut se frotter les uns aux autres avec des idées qui ne sont pas toujours identiques. Mais par contre, il y a un gap important entre vivre le conflit, savoir en faire quelque chose de constructif et arriver à la violence. Et pour moi, là, je le répète, et ça a été le fruit d'années de réflexion et de recherche sur ça n'arrive pas par hasard. Donc, il y a des causes à la violence, au conflit qui tourne mal. Donc, comment est-ce qu'on peut repérer ces causes pour trouver des solutions? Parce que sinon, on met un cautère sur une jambe de bois, hein, c'est-à-dire ça sert pas à grand-chose. On peut faire de la répression, on peut crier, on peut faire plein de choses, mais c'est pas ça qui va résoudre la situation de fond. Alors, dans cette présentation que je vous fais ce soir, je vous le dis tout de suite, en fait, je ne suis pas là pour vous donner des recettes miracles, bien sûr. Malheureusement, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Mais je vais vous amener à avoir une compréhension, en tout cas de
partager la compréhension que j'ai de ce qui se passe à cet endroit-là pour moi, de ce que j'ai compris de ce qu'étaient les conflits, comment ça dégénérait en violence, comment on pouvait agir par rapport à ça, afin d'ouvrir des portes vers une réalisation un peu créative avec de nouveaux paradigmes, hein, changer la manière d'agir et alimenter peut-être autrement la relation. Alors, pour cela, je vais commencer par questionner nos besoins. Quels sont nos véritables besoins? Les choses dont on a vraiment besoin dans la vie pour se développer, se sentir bien, parce que quand même, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais a priori, le but de la vie, c'est quand même d'aller bien, hein. C'est pas de vivre une galère sur cette terre et puis de se dire que c'est comme ça et que c'est normal, mais c'est plutôt d'aller chercher une forme de bonheur, d'équilibre, de bien-être. Enfin, c'est quand même l'objectif, hein, de chacun d'entre nous, je pense. Et donc, quels sont nos véritables besoins qui font que lorsqu'ils sont satisfaits, eh bien, on se trouve dans cette quiétude, dans cette paix intérieure et de cette capacité de se développer. Alors, la première chose, et je l'affirme aujourd'hui encore plus après avoir fait 3 ans d'expérimentation dans les écoles, la première chose dont on a besoin, c'est d'amour. Alors d'amour au sens vraiment générique, général du terme, mais je vais aller plus avant pour vous en donner des illustrations. Tout d'abord, peut-être certains de vous connaissent les travaux du psychanalyste René Spitz en 1946, qui en temps de guerre avait fait une analyse curieuse sur comment se fait-il que dans des orphelinats où les enfants, alors c'était plutôt des bébés, enfin de très jeunes enfants, qui étaient nourris, qui étaient dans des petits lits confortables, qui pouvaient dormir et voilà se ressourcer quand ils en avaient besoin. Comment se fait-il qu'il y avait une mortalité aussi forte? Et la recherche qu'il a menée était le fruit d'une observation parce que beaucoup d'enfants euh, présentaient en fait des troubles qui étaient liés au manque de soins, au manque d'attention, c'est-à-dire qu'ils avaient de quoi boire, de quoi manger, de quoi dormir, mais le personnel n'étant pas suffisamment nombreux, en fait, il n'y avait pas suffisamment de personnes pour faire des câlins, donner de l'amour, être là, parler avec l'enfant, etc. Et il y avait un nombre important, en tout cas d'enfants, qui se laissaient mourir. Donc, ce sont des travaux que vous pouvez consulter sur Internet, qui ont le terme d'hospitalisme, où on voit le psychanalyste René Spitz parle des différentes étapes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? L'enfant va d'abord crier pour essayer d'attirer l'attention, puis petit à petit, il va se refermer sur lui-même avec une dégénération de toutes ses capacités vitales, jusqu'à, pour certains, la mort. Donc, ce qu'il a mis en évidence à travers cette observation plutôt dramatique, en fait, c'est que les bébés, les jeunes enfants n'avaient pas en plus, eux, la capacité de se déplacer pour aller chercher l'amour. Ils sont bloqués dans leur petit lit quand ils ne sont pas en capacité encore d'avoir ce déplacement qui les amène à aller chercher quelque chose. Et que ça a mis en évidence que vraiment le moteur de notre vie, c'était l'amour. Et que ce soit des nourrissons dont on parle, de petits-enfants, ou d'une personne âgée, c'est quand on va au bout de la chaîne, dont on sait que beaucoup d'entre elles se retrouvent seules dans des grandes maisons parfois, avec des enfants loin, avec des amis qui viennent pas forcément les voir, soit parce qu'ils sont déjà décédés, soit parce qu'ils sont pas forcément en lien de manière régulière. Eh bien, ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes âgées souffrent de dépression liée à la solitude, liée au manque d'amour. Donc, cet amour, c'est notre carburant. C'est-à-dire que si on n'en a pas assez, c'est comme, ou pas de bonne qualité, c'est comme si on mettait, je sais pas moi, un gasoil, un carburant de mauvaise qualité dans une Porsche, en fait. C'est-à-dire que du coup, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce besoin d'alimenter ce carburant, cette énergie dont on a besoin pour se développer, pour pouvoir être bien avec les autres, avec soi-même, et c'est absolument essentiel. On passe d'abord par là. Donc, le travail qui a été fait avec la méthode T'as tout compris a beaucoup mis en avant la manière Pardon, je vais voir. de faire circuler l'amour dans les écoles, dans les Ma classes. passe, alors, si tu veux, mais pas longtemps, Laurent. Alors là, il y a une personne qui Donc a là, son tu veux micro que moi, elle ouvert. passe? Je coupe, je coupe. Ah, ok, Voilà. voilà.
Bon, donc c'est vraiment le besoin fondamental. On a besoin d'avoir notre dose d'amour. Alors après, selon les personnalités, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup, 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 d'autres un petit peu moins, mais enfin, en delà d'un certain quota, on va mal. Hein, ça c'est clair, on va mal et vous allez voir les conséquences qui peuvent être observées d'un manque d'amour. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a besoin de sécurité et de protection. Alors, sécurité, protection, c'est aussi à l'intérieur de soi. Comment je me sens sécure à l'intérieur de moi? Est-ce que je vais bien avec moi-même ou est-ce que c'est le chamboulement complet, que je suis angoissée, que je vais mal, enfin, bon, voilà. C'est comment je trouve ma zone de sécurité à la fois à l'intérieur de moi et comment je pose une protection pour que l'environnement dans lequel je suis va pouvoir alimenter des expériences, des relations, mais d'une manière sécurisante. Ça, c'était vraiment le vrai sujet du travail qui a été réalisé autour de la problématique du harcèlement. Hein, comment est-ce qu'on peut mettre de la sécurité d'abord chez l'enfant et ensuite à l'extérieur par le groupe afin que justement ces problématiques ne se déroulent pas. Et puis, nous avons besoin de stimulation, c'est-à-dire que nous sommes des explorateurs nés. En fait, on a absolument besoin naturellement, je dirais, d'aller à la rencontre, de vivre des expériences nouvelles, de pouvoir justement être stimulé par ça et de se sentir en vie. Après, en fonction de l'idée qu'on a de soi-même, de la croyance qu'on a de soi-même, on peut se freiner parfois en se disant je suis pas capable, ou c'est trop tard, je vais pas faire ça, ou voilà. Mais ça, ce sont plutôt des empêchements de. Mais réellement, nous avons tous la capacité de partir, explorer le monde, là où on a envie d'aller, de faire vraiment des expériences pour nous enrichissantes, qui puissent agrémenter notre vie. Donc ça, ces trois besoins-là sont des besoins essentiels. Et si vous avez, ça, vous pouvez vous poser la question individuellement, s'il y a certaines catégories, la une, la deux ou la trois, qui sont un peu sous-stimulées, eh bien, vous pouvez réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir augmenter un peu le quota, parce que en fonction de cela, vous allez aller mieux. C'est-à-dire que plus on est en conscience de ça, plus on alimente ces différents canaux, eh bien, plus on se trouve en équilibre et en capacité d'être dans la vie comme on doit l'être, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors, il y a un postulat qui guide mes actions depuis le début du travail que je réalise dans les écoles avec les enfants et aussi avec les adultes, c'est que je pense fondamentalement que la nature humaine est bonne. Alors, vous me direz qu'actuellement, avec ce qu'on voit un peu partout dans le monde, on a des doutes sur le sujet. On peut se dire, ah non, mais l'homme a toujours fonctionné comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, enfin, etc. Il y a tellement de choses qui se disent dans ce sens-là. Par l'expérience que j'ai pu avoir, bon, déjà dans ma propre vie ou après dans les gens que j'ai pu rencontrer, je suis absolument convaincue que si on nourrit les trois besoins fondamentaux là que vous avez au-dessus de vous, eh bien, il n'y a pas de raison que les gens partent en vrille et deviennent violents en extérieur. C'est-à-dire que on n'est pas fait a priori pour ça, on n'est pas constitué de cette manière-là. Il suffit de voir des jeunes enfants qui vont pouvoir avoir des attitudes agressives des fois parce qu'ils veulent un jouet et puis qu'ils supportent pas la frustration par rapport à l'autre. Mais je veux dire, ils sont en ouverture de cœur, ils sont en capacité de pouvoir alimenter ces trois axes-là, c'est sûr. Et puis après, bah, les choses se gâtent parce que notre éducation et les conditionnements que nous recevons nous amènent sur d'autres terrains. Donc, on va y venir. Alors, pour moi, dans ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, alors, comme je vous dis, j'ai été thérapeute pendant 10 ans. Je ne sais pas si je vous avais dit le nombre d'années, mais enfin, voilà, là, je termine certains accompagnements avec des personnes que je vois vraiment pointillées, mais je ne prends plus de nouveaux patients. Donc, à la fois mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle, il m'a semblé que l'origine de tout cela, effectivement assez précoce dans le temps, avec une apparition que j'ai appelée de fêlure, de décalage, de désalignement. C'est-à-dire que dès le début de notre vie, on est amené à s'adapter pour, comme vous l'avez vu dans la diapo précédente, pour obtenir sa dose d'amour, sa quantité d'amour. Et comme on n'est pas, et rarement, bon, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, mais aimé de manière inconditionnelle,
mais plutôt qu'on est aimé sous condition, eh bien, il se crée un désalignement de plus en plus important, et selon les familles et selon les contextes socio-culturels, qui vont faire que la personne va se perdre de vue. En fait, on va adopter un personnage, on va adopter des comportements pour être aimé, pour être comme les autres, pour ne pas être exclu du groupe, pour recevoir cet amour dont on a tellement besoin. Donc, on va faire, alors je vous ai parlé de violences ordinaires, visibles ou invisibles. Donc, les violences visibles sont effectivement les violences physiques, sachant qu'en France, il y a encore pas mal de violences ordinaires, comme on dit, de violences au sein des familles. Je crois que dans l'Observatoire de la violence avait pu considérer qu'il y avait au moins 80% des enfants qui pouvaient recevoir des fessées encore, enfin bon, qui voilà, avaient ce type de violence-là, non pas quotidiennement, mais enfin que ça pouvait exister. Et puis pour certains, ça existe de manière, eh bien, on le sait, bien plus importante. Et puis il y a les violences psychologiques qui, là, ne sont pas forcément visibles. Et les parents ne sont pas dans cette intention, mais que eux-mêmes conditionnés, parce qu'on a tous été conditionnés à ça, pour faire plaisir, je pense que ça doit parler à certains d'entre vous, pour être sage, pour faire comme tout le monde, pour pas faire de bruit. On reçoit des récompenses. Après, j'ai vu la dernière fois à l'école où je suis allée chercher mon petit-fils, la maîtresse avait marqué les enfants qui s'étaient bien comportés, ceux qui s'étaient pas bien comportés, puis ceux qui s'étaient bien comportés, ben, ils avaient eu droit à une petite récompense. Voilà. Donc, on apprend peu à peu à se soumettre non seulement à une autorité, et ça depuis l'école maternelle, avec des conditions qui sont des fois très difficiles pour les enfants. Mon petit-fils qui a 4 ans, je me dis, mais il passe une grande partie de son temps assis sur une chaise et ils sont 25 dans la classe. Est-ce que ça correspond à ses besoins vraiment? Est-ce que c'est ça dont il a envie? Non. Mais par contre, voilà, les enfants sont soumis et amenés à respecter ce cadre, bah aussi parce qu'il y a il y a la pression familiale de la maman qui vient chercher l'enfant après et qui discute avec la maîtresse parce que l'enfant n'a pas été sage, etc., etc. Bon, je ne vais pas développer au-delà de cela, mais ce que je voulais vous dire à cet endroit-là, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui s'est décalé plus ou moins selon les personnes dans nos vies et qui a fait qu'on a perdu cette souveraineté qu'on avait initialement, cette capacité d'aller dans le monde et de se réaliser tel qu'on est en prenant un personnage qui nous permet de passer inaperçu ou bien de ne pas avoir de problème ou bien, etc., etc., et comme je vous le dis, de recevoir l'amour dont on a besoin. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait et je vous invite à prendre connaissance de ce livre, Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. C'est un livre qui est vraiment, que je trouve très beau, de Georges Busset, qui est un psychanalyste ou un psychothérapeute, je ne sais pas s'il est psychanalyste d'ailleurs, et qui avait, de façon très géniale, en fait, raconté à ses patients des histoires. Et il se rendait compte qu'en racontant des histoires, les histoires finalement avaient plus d'impact que de donner un point théorique ou d'amener la personne à réfléchir de telle et telle manière. Le fait de raconter une histoire, de passer par l'imaginaire pour faire passer des messages, ces patients étaient tellement ravis avec ça qu'ils l'ont incité à pouvoir écrire. Et ce livre a eu et a beaucoup de succès encore, hein. Laisse-moi te raconter les chemins de la vie, ça s'appelle. Voilà. Et donc, je voulais vous lire un tout petit extrait en rapport avec ce que je viens de dire là. Alors, qui suis-je? Je suis la cause principale de la dépendance, de la possessivité, de l'effort, de l'immoralité, de la peur, de la violence, de la folie. Je t'ai appris la peur d'être rejeté et j'ai conditionné ton existence à cette peur. Tu dépends de moi pour continuer d'être cette personne entourée, désirée, applaudie, aimable et agréable que tu montres aujourd'hui aux autres. Tu dépends de moi parce que je suis le coffre dans lequel tu as caché les choses les plus désagréables, les plus ridicules, les moins désirables de toi-même. Grâce à moi, tu as appris à te satisfaire de ce que la vie te donne, car après tout, tout ce que tu vivras sera toujours plus que ce que tu crois mériter. Tu as deviné, n'est-ce pas? Je suis le sentiment de rejet que tu éprouves envers toi-même. Je suis le sentiment de rejet que tu éprouves envers toi-même. Souviens-toi de notre histoire. Tout a commencé le jour où tu as fièrement cessé de dire je suis, et où, mi-honteux, mi-craintif, tu as baissé la tête et changé tes paroles et attitudes pour une pensée je devrais être. Alors, je poursuis. Bon, j'espère que je vous plombe pas trop, hein. Après, il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors, je continue sur les émotions parasites qui guident nos vies, c'est-à-dire que avec les conflits à l'intérieur de nous, vous voyez, entre la personne que vous êtes vraiment, ce qui bouillonne en vous, la couleur vraiment de votre personnalité, de votre être profond,
et ce que vous êtes amené à faire, eh bien, il y a donc un certain nombre de conflits internes qui se créent. Et de ces conflits, alors bon, on parle de la peur, de la colère, de ces conflits apparaissent en fait aujourd'hui dans la société des manifestations qui sont des compensations. Parce que j'ai ce conflit à l'intérieur de moi, eh bien, des personnes vont développer soit des dépressions chroniques, des compensations par rapport au pouvoir, enfin besoin de pouvoir, d'argent, de réussite matérielle, d'addiction, et la violence qui arrive également à cet endroit. Donc, tout ça pour dire, et je redis et dis encore, qu'il est nécessaire de comprendre les causes qui engendrent la violence en nous, d'apprivoiser nos émotions pour œuvrer à un idéal de paix. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les enfants de manière assez approfondie, d'aller rechercher ce qui vibre en moi, ce que je ressens dans une situation particulière, et de pouvoir mettre des mots dessus pour pouvoir agir sur cette situation désagréable qui, voilà, me fait réagir ou ressentir des choses à l'intérieur de moi. Et ce qui est important, c'est non pas de nommer l'émotion. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui qui ont déjà, je dirais, le mérite d'exister, mais qui consistent à nommer l'émotion. Je suis en colère, j'ai peur. Bon, ça, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Chacune des émotions parle d'un besoin que l'on a, qui est caché derrière l'émotion. Si j'arrive à reconnaître comment dire, l'émotion qui résonne en moi, eh bien, je vais pouvoir nommer le besoin que j'ai. Et à partir du moment où je nomme le besoin que j'ai, eh bien, je suis en capacité d'agir sur le monde. Et je suis en capacité de faire que l'action que je vais poser, seule ou avec d'autres, parce que j'aurai besoin d'être aidée, eh bien, cette action-là va me ramener dans un état de paix et va me ramener dans un état aussi de puissance intérieure parce que j'aurai agi sur quelque chose qui m'a touché et affecté. Et ça, je pense que plus on commence tôt avec les enfants, plus on leur fait un énorme cadeau pour la vie qu'ils vont mener ensuite. Alors, je vais vous donner quelques illustrations. Alors, j'ai marqué et références parce que je vous donne un livre, en fait, un livre que je vous conseille sur cette slide. C'est quelques illustrations qui parlent du pouvoir de l'amour, parce que comme vous avez pu comprendre, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment une attention particulière et une recherche qui continue de se faire avec le groupe de personnes au sein d'Educat sur la manière dont on peut faire circuler l'amour et comment on peut amener les enfants à des actes très concrets par rapport à ça. Alors, un témoignage d'un homme que j'avais entendu à la radio il y a déjà quelques années de ça et qui m'avait tout à fait interpellée. C'était un homme qui était donc issu des favelas à Rio et qui avait passé une grande partie de son adolescence dans des pratiques qu'on pourrait nommer de délinquantes, avec beaucoup de violence, avec vraiment une manière d'exister par rapport aux autres dans la violence. C'était quelque chose qu'il avait eu comme modèle et qu'il reproduisait bien naturellement. Et puis en fait, cet homme-là, quelques années plus tard, est devenu éducateur. Et il avait eu la chance, sur son parcours, de rencontrer quelqu'un qui l'avait pris sous son aile et qui l'avait mis sur un autre chemin. Et cet homme qui témoignait disait que finalement, commettre des actes de violence ou des actes d'amour, puisqu'il était dans un accompagnement pour aider les jeunes, eh bien, ça part du même besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être reconnu. On a besoin d'aller chercher l'amour et quand on ne sait pas le chercher, eh bien, on rentre dans des pratiques qui vont nous frotter aux autres, qui vont nous rendre agressifs, voire violents, pour récupérer un signe de reconnaissance. Donc, j'ai mis cette phrase qui, je pense, sera parlante par rapport à ce que je viens de dire. On préfère boire de l'eau polluée en plein désert que de mourir de soif. Et puis, le deuxième cas que je voulais évoquer avec vous est le cas de Dylan, que nous avons eu la chance de rencontrer à Bonneuil-sur-Marne. Alors au début, on ne trouvait pas que c'était une chance au tout début qu'il est arrivé, parce que c'est un enfant qui a intégré le dispositif au mois de mars et nous avions démarré au mois d'octobre sur l'ensemble de l'école avec la méthode T'as tout compris. Et le cas de Dylan a été particulier puisque c'était un enfant qui était en CM2. Bon, il avait un an de retard, mais il était en CM2. Et depuis le mois de septembre, début de la rentrée des classes, il avait déjà fait 2 écoles, c'était la troisième. C'est-à-dire qu'en fait, en primaire, on ne vire pas les enfants, mais enfin, on les déplace, ce qui revient un petit peu à la même chose, tellement la situation était ingérable. Les enseignants craquaient, ne savaient plus quoi faire avec lui, etc. Le profil de Dylan, c'était un enfant qui était beaucoup plus dehors, avec les grands, dans des bandes, qu'avec ses parents qui n'étaient pas toujours très présents.
Et il avait un certain charisme, il était déjà assez grand, et puis il avait un certain charisme de leader, de chef de bande, etc. Et donc, quand il arrivait, alors évidemment, il était en situation scolaire de grande difficulté, donc c'était pas question tellement pour lui de se mettre à travailler parce que je pense qu'il y croyait pas. Et donc, dans la mesure où il arrivait dans une classe, son objectif, c'était de mettre le bazar, de devenir le chef et de s'opposer à l'enseignant qui était présent. Ce qui réussissait en général assez bien, et quand il est arrivé dans la classe où le programme se déroulait, c'était pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans. Donc on était dans une mise en application, donc il y avait 2 classes qui travaillaient. Et donc l'institutrice en CM2 reçoit cet enfant au mois de mars avec beaucoup d'angoisse parce qu'elle avait entendu parler de lui. Et le premier jour, d'ailleurs, ça a été une vraie catastrophe parce que quand il est arrivé, il a fait comme d'habitude, c'est-à-dire que bon, voilà, il a vraiment déstructuré la classe et la maîtresse est sortie en larmes. Enfin voilà, c'était très compliqué. La directrice est venue soutenir son enseignante et l'a invitée à pouvoir reprendre les outils de communication, le travail qui avait été fait par les enfants depuis le début de l'année. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable parce que très rapidement, la première étape a été que les enfants ont fait un cercle de paix, ont pu exprimer ce qu'ils avaient vécu, la maîtresse a exprimé ce qu'elle avait vécu, ressenti et combien elle était en souffrance avec ça et qu'elle n'avait pas du tout envie de renouveler la situation. Et la première chose qui s'est passée, c'est que le groupe classe s'est détourné de Dylan. C'est-à-dire ils n'ont plus alimenté toutes ces tentatives de pouvoir faire le souk dans la classe. Et puis ensuite, ils ont réfléchi, parce que c'est comme ça qu'on aborde le sujet avec eux, en particulier sur la violence. Ils ont réfléchi au fait que s'il était comme ça, c'est sans doute qu'il avait besoin d'amour, c'est qu'il n'était pas bien. Donc, ils se sont organisés et ils ont utilisé des outils qui font partie de cette méthode qu'ils avaient déjà expérimentée pour lui donner des signes de reconnaissance, pour l'aider là où il avait des difficultés. Enfin, la classe s'est organisée autour de lui. Et moi, j'avais une session 15 jours après son arrivée dans la classe de CM2. Lorsque je suis venue, je n'aurais jamais deviné que cet enfant était un problème, en fait. Il levait la main, enfin encore en plus, il n'avait pas fait du tout les premières sessions, on était à la 4e session, et il participait, enfin, c'était étonnant, en fait, étonnant. La directrice a fait venir cet enfant dans son bureau pour lui demander quelles étaient, pour le féliciter déjà, parce qu'elle l'avait fait venir la première fois, le premier jour, pour le réprimander, bien sûr, mais là, elle lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il a dit, bah, j'aime bien la maîtresse, donc ça c'est important. Les autres sont gentils avec moi, et c'est la première fois que je me sens écoutée. C'est-à-dire que ces 3 points avaient fait que cet enfant qui était dans une situation vraiment de déstructuration, de conflit permanent, où il était souligné en rouge au niveau de l'inspection académique, enfin vraiment, il prenait un chemin extrêmement difficile qui l'alimentait au fur et à mesure chaque année. Cet enfant a été capable en quelques semaines de revenir à un état de je suis quelqu'un de bien, je suis capable de progresser et les autres vont m'aider. Et ça change tout, en fait. Là, autant on était un petit peu inquiet quand on l'a vu arriver, autant on s'est dit, mais c'est une chance qu'on ait pu avoir cette expérience parce que ça montre que ce que l'on a alimenté et ce qu'on souhaite alimenter à travers notre méthode, eh bien, ça fonctionne, en fait. Et que là, on avait un cas concret. Voilà. Alors, je vous donne la référence de lecture, Le conte chaud et doux des Chauds-doudous de Claude Steiner, qui est une très belle histoire qui se raconte à la fois aux enfants et aux adultes, et qui parle de ce besoin de signes de reconnaissance que nous avons, qui sont symbolisés par les petits chauds-doudous, et qui fait que quand on n'en a pas assez, ben, on peut dépérir, on peut mourir, on peut tomber malade, et que même comment dire, le stratagème inventé par la sorcière Belzépha, qui serait de ben, pas donner des vrais chauds-doudous, mais des froids piquants, comme ça les gens vont pas très bien et ils lui achètent ses potions magiques, ça montre toujours qu'on préfère de boire de l'eau polluée en plein désert que de mourir de soif, mais que ça ne nous rend pas en bonne santé et qu'on n'est pas très heureux avec ça. Mais on peut se contenter d'un pis-aller, tellement on a besoin de cette source d'amour dans nos vies. Alors, je poursuis. En termes de réflexion que je peux partager avec vous, donc c'est que là où nous en sommes aujourd'hui du travail qui a été fait, de l'observation des enfants, c'est que
on est souvent pétri par la peur, hein. On a peur du regard des autres, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ce qu'on peut entendre à la télévision, à la radio, on a peur. Et que plus on est dans la compréhension de nous-mêmes, c'est-à-dire du pouvoir qui est en nous réellement, hein, je vous raconte pas des histoires pour vous faire plaisir, c'est-à-dire qu'on a réellement un pouvoir qui nous dépasse et donc on peut connecter davantage et qui peut faire que notre vie devient plus facile, devient plus à l'image de qui on est vraiment et correspond à nos aspirations aux objectifs qu'on se fixe. Donc, à cet endroit-là, la paix peut s'installer. Alors que si on reste dans les conflits internes, des insatisfactions qui sont en nous, eh bien, on ne fait que multiplier ces situations je dirais, de mal-être déjà pour nous-mêmes et qu'on peut générer après avec des personnes qui sont autour de nous. Une autre référence de lecture, un livre que j'ai beaucoup aimé de Guy Oslos qui s'appelle Ces enfants empêchés de penser. Guy Oslos est un pédagogue belge et qui a vraiment fait un travail remarquable sur le fait que les enfants, même les plus en difficulté, en fait, sont tout à fait intelligents. Ils sont juste empêchés de penser. Il y a quelque chose en eux qui ne fonctionne plus pour des traumatismes, des choses, des croyances qu'ils ont dans la tête, etc. Et que quand on arrive à dépasser ça, eh bien, ils se remettent en selle et ils sont tout à fait capables d'avoir des résultats, d'apprendre en fait comme un enfant tout à fait ordinaire. Moi, je dirais que si un enfant n'a pas de lésion cérébrale, il est en capacité d'apprendre. Et bien sûr, certains qui bénéficient d'un milieu plus privilégié où il va être stimulé, accompagné, auront des résultats supérieurs, un peu plus visibles dans un premier temps. Mais tous les enfants sont capables de réussir à leur niveau, à leur niveau, ça ne veut pas dire en dessous, hein. Ils sont tous capables de réussir à partir du moment où ils retrouvent la confiance en eux et qu'ils sont accompagnés pour ça. Alors, depuis toujours aussi, les croyances, les idéologies nous dressent les uns contre les autres. Alors, j'ai marqué Jeux olympiques, patriotisme. Alors, certains ne seraient pas forcément d'accord avec moi, mais en tout cas, on est dans un monde de compétition et on active ça parce que la compétition, c'est la séparation. Et là, dans le projet, ce que l'on met en œuvre, c'est à la fois le développement personnel, c'est-à-dire arriver à se rencontrer, se connaître, devenir plus fort, devenir souverain de sa vie, et en même temps se relier aux autres. Parce que nous sommes tous reliés. Qu'on pense que nous soyons séparés est une erreur. Nous sommes tous reliés énergétiquement parlant. Et dans notre organisation, si on fait circuler l'amour entre nous et que on met des process d'entraide, de soutien, de collaboration, eh bien tout peut changer. Hein. Alors que si on est dans le fait d'obtenir le plus beau salaire, la plus grosse voiture, la plus grosse maison, ben là, on ne fait qu'entretenir un système qui nous éloigne les uns des autres. Donc, on peut construire une éducation, et c'est vraiment parce que je crois en ce principe pour aider les enfants à s'épanouir en amour et en humanité. Et ça, j'en suis voilà convaincue et je pense que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que j'ai l'énergie de le faire, de pouvoir accompagner des groupes d'enfants, accompagner des parents pour pouvoir voilà donner les principes et qui vont faire que, en se comportant comme ça, on va développer chez les enfants cette capacité d'amour qu'ils ont et leur humanité. D'ailleurs, entre parenthèses, je discutais cet après-midi avec une amie qui me parlait de personnes très euh, brillantes, en fait, des gens qui ont très très bien réussi leurs études, etc., et qui se comportaient avec les autres d'une manière abominable. Et je crois que c'est Einstein qui avait dit que une personne avec des connaissances importantes, comme le fait de découvrir l'atome et de savoir utiliser ces choses-là, peut devenir un monstre s'il n'est pas connecté à son cœur. Et ça, je crois qu'on en a des exemples aujourd'hui autour de nous quand on regarde l'actualité. Alors, alors donc dans les remèdes, bon, j'ai déjà évoqué certaines choses, hein, donc repenser l'éducation, ses objectifs, ses moyens. Donc, on veut vivre dans quelle société, en fait? On veut que nos enfants vivent dans quelle société? Qu'est-ce qu'on veut pour eux? Quels sont nos objectifs, notre idéal? Je crois que c'est important de ne pas perdre nos idéaux. Qu'est-ce qu'on veut pour eux? Et donc, je répète, ça je vous l'ai déjà dit déjà, mais l'enfant doit apprendre à se connaître, à s'aimer pour ce qu'il est, pour coopérer avec les autres. On peut pas faire l'inverse, hein. On peut pas coopérer avec les autres si on s'aime pas et si on se connaît pas. On va être dans des relations, mais on ne sera pas dans des processus vraiment de coopération. Alors, j'ai parlé du réseau Servas, je l'ai mis là, je vais peut-être pas le sujet direct
en rapport avec l'éducation, mais le réseau Servas pour la paix, je l'ai découvert il y a assez peu de temps. Et c'est un réseau mondial qui s'est créé à partir de la Seconde Guerre, la Seconde Guerre. Et c'est un Américain qui a développé ce process qui est de mettre des gens en contact les uns avec les autres dans le monde entier pour voyager avec le principe que si on se rencontre, si on se connaît, si on se rencontre, on ne fait pas la guerre. Donc c'est un réseau, si vous souhaitez voyager, qui est absolument merveilleux parce que on peut rencontrer des gens dans le monde entier et qui ouvrent leur maison pour 2 nuits. Après, ça peut se discuter au-delà, gratuitement avec juste cet objectif de se rencontrer, de partager qui on est, notre culture, nos valeurs, nos rêves, etc. Et c'est absolument formidable. Il y a des personnes dans le monde entier qui peuvent être contactées pour ce type d'approche. Et puis, bien sûr, la méthode, tu as tout compris, qui fait partie des outils aujourd'hui pour moi que je vais continuer d'utiliser avec d'autres pour mettre cette méthode au service du plus grand nombre d'enfants. Et je termine en vous disant que plus grand sera notre amour, plus profonde sera son influence sur la société. La méthode, tu as tout compris, quelques mots d'une manière un petit peu plus précise sur cette organisation. Comme je vous l'ai dit depuis le début là, de ma présentation, nous sommes à la 3e année d'expérimentation dans une école à Bonneuil, et puis on a eu d'autres interventions plus ponctuelles. C'est-à-dire qu'on a commencé dans cette école par 2 classes. Et la raison en est que quand on arrive avec un projet comme celui-là auprès des enseignants, c'est quelque chose de très différent de ce qui existe et de ce qu'ils ont appris à l'école par ailleurs. Donc, il faut qu'ils aient envie d'aller découvrir quelque chose d'autre et qu'on les prenne pas à rebrousse-poil en leur imposant une pratique dont ils n'ont pas forcément envie. Donc, le fait de le faire avec des enseignants qui sont plutôt sensibles à ce genre d'approche, quand on vient faire une présentation, ça nous permet d'installer le dispositif et ensuite, quand les enfants montrent qui se comportent différemment, qui a des résultats tout autres, qu'ils ont une ambiance de classe incroyable et qu'ils sont capables d'intervenir même dans la cour de récréation auprès d'autres pour résoudre des conflits, là, les autres se posent la question et se disent c'est quoi au fait ce que tu fais au niveau de la méthode, t'as tout compris. Et là, c'est ce qui s'est passé. En fait, il y en a eu plusieurs qui étaient intéressés et la directrice particulièrement, puisque donc après avoir vu le cas de Dylan, elle s'est dit, mais moi, je veux ça sur toute mon école. Et donc, on a travaillé l'année dernière avec 200 enfants en zone d'éducation prioritaire sur l'année d'octobre à juin. Donc, but poursuivi, se connaître. Alors, la porte d'entrée, c'était d'éradiquer le harcèlement, mais enfin ça, voilà, c'est acté, puisque c'est des choses qui sont de toute manière incontournables à partir du moment où on travaille comme ça, parce qu'on a plein d'indicateurs, ils ont plein d'outils, enfin, ils ont plein de moyens de s'exprimer, donc il ne peut plus y avoir de harcèlement au sein de l'école. Et donc, le but poursuivi, c'était la porte d'entrée, ça. Et ensuite, c'est la connaissance de soi, apprendre à se connaître, à se développer, à pouvoir vraiment acquérir ce contact avec qui je suis vraiment pour se développer. Et dans l'objectif important que je vous ai également déjà évoqué, c'est maintenant, on fait ensemble. Maintenant, on n'est pas tout seul. Que ce soit pour apprendre, se protéger, créer, on forme une équipe et ensemble, on va trouver des solutions aux problématiques de classe qu'on peut avoir. On va trouver comment on peut soutenir un élève qui, à un moment donné, arrive et est un petit peu triste parce que il a perdu son grand-père, parce que, enfin, voilà. Il y a différentes choses qui peuvent être évoquées, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui fonctionne quand on le met en œuvre dans une classe et qui crée une synergie particulière qui rend les enfants plus joyeux, qui rend les enfants plus acteurs de leur propre vie sur le terrain et plus en confiance par rapport à eux-mêmes. Vous allez entendre tout à l'heure un témoignage d'enfants qui vous le dira et on n'a pas travaillé avec ces enfants pour qu'ils disent ces choses-là, on les a juste interrogés à l'issue de notre présentation sur l'année et de l'accompagnement qu'on a eu avec eux. On a juste demandé à des enfants, des petits, parce qu'on avait déjà des témoignages d'enfants plus grands que vous pourrez trouver sur notre site, hein. Il y a plusieurs petits films. Mais là, ce soir, on va partager avec vous le témoignage d'enfants qui ont entre 6 et 7 ans, 6-7 ans, qui étaient en CP, CE1. Voilà, c'était des enfants que nous n'avions pas eu jusqu'à maintenant, puisque la première année, nous étions avec des plus grands, CE2, CM1, CM2. Et donc là, vous allez voir, écouter, et ça, je pense que là, je vais m'arrêter de parler, puisque le témoignage des enfants qui s'est fait très spontanément, parce qu'on est allé dans les classes en disant,
Ceux qui veulent témoigner sur ce que vous avez vécu, si ça vous paraît intéressant pour d'autres, on souhaite le développer pour que d'autres enfants puissent en profiter, eh bien, rendez-vous au deuxième étage avec la vidéaste qui était présente. Et on a eu un flot d'enfants. Alors, évidemment, on les a tous pris, même si, évidemment, on n'a pas pu prendre tous leurs témoignages. Mais ils sont arrivés vraiment avec enthousiasme, sans rien avoir préparé, pour partager ce qu'ils ressentaient. Et vous allez voir, c'est absolument extrêmement touchant. Alors, dans les moyens utilisés, je reviens à ce que j'ai écrit là. Dans les moyens utilisés, on travaille beaucoup sur des mises en situation. C'est-à-dire que c'est comprendre, apprendre, comprendre pour agir, mais c'est aussi agir pour comprendre. C'est-à-dire qu'on les met dans des situations concrètes, de recevoir des signes de reconnaissance, de travailler ensemble, de se confronter à une situation, à un problème et de se mettre en petits groupes pour voir comment ils vont pouvoir trouver des solutions avec des outils issus du coaching qu'on peut leur transmettre. Ils sont en action. Et c'est parce qu'ils sont en action qu'ils intègrent et qu'ils comprennent des choses qui vont changer leur manière d'être. Ça peut pas être uniquement des leçons. On peut pas faire des leçons d'empathie, par exemple. C'est absurde. L'empathie, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. Et c'est parce qu'on ressent ces choses-là que justement on peut s'ouvrir à l'empathie. Ensuite, on a fait une évaluation, on a contacté un organisme qui nous a guidés pour construire notre propre évaluation. Et on a donc fait un questionnaire auprès des enfants, auprès des enseignants. Et j'ai marqué évaluation et émerveillement parce qu'effectivement, ça a été vraiment important pour nous de voir que ce qui ressortait des témoignages des enfants comme des enseignants, c'était une véritable libération, c'était beaucoup de joie aussi, et associé à ce principe tout simple qui est ben, je me fais confiance et je suis plus en confiance avec les autres. Et donc, je vais laisser la main à Dominique puisque c'est lui qui va lancer la petite vidéo et vous allez voir à travers les propos des enfants, je pense que vous retrouverez ce que j'ai voulu partager avec vous là dans cet exposé. Dominique, tu peux lancer la... Ouais, je lance. Donc, témoignage, je partage et je lance. Bon, Non, ça passe? non. En attendant le lancement, Marie-Pierre, peut-être que tu peux répondre à une question. Intervenez-vous dans les classes de collège? Alors, pour l'instant, non. On n'intervient pas dans les classes de collège. Le programme a été lancé pour les primaires et ça nous fait déjà énormément de travail. Mais il est certain que on va lancer un process de formation et de toute façon, ce qu'on met en place avec les petits, c'est quelque chose qui s'applique avec les collégiens, les lycéens et je dirais même avec des adultes qui travailleraient ensemble. C'est des principes de vie, en fait. C'est des principes de vivre ensemble. C'est des principes de comment je prends conscience de qui je suis. Donc, nous n'intervenons pas pour l'instant à cet endroit-là, mais voilà, ça peut être. Alors, Dominique, je peux peut-être couper là, arrêter mon partage, hein, parce que tout à l'heure, on a réussi à le mettre en place. Alors, je comprends pas. Donc, j'arrête le Oui, partage pour moi. j'ai relancé le mien. Vas-y. OK. C'est bon là? Ben là, on n'a pas l'image. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. OK. Ça va? Ben, on a fait des shows doudou. Ça nous a... par exemple, si on s'est pris la tête avec quelqu'un, bah, tu lui écris quelque chose, après tu lui mets dans la petite pochette, après il la regarde et lui, après il te remet, par exemple, merci, je te pardonne. Aussi, on a fait des cercles de paix et des cercles de gratitude. Les cercles de gratitude, ça sert quand ça fait du bien. Par exemple, si je suis tombée, il y a quelqu'un qui vient pour me relever. Ça, par contre, ça, on peut le dire. Et le cercle de paix, c'est quand ça fait pas bien. Par exemple, on nous fait mal, on nous frappe, on nous harcèle. Bah après, il y a un truc, on le met sur le tableau. Et après,
la maîtresse, elle le voit, où il y a écrit cercle de paix urgent. L'activité que je préfère, c'est quand on fait l'étoile quand elle va pas bien, quand elle va moins bien ou quand elle va pas bien. Moi, j'aime bien quand ma étoile elle va très bien. J'étais un peu timide avant, mais après, quand je l'avais vue, elle m'a expliqué comment il faut pas être timide. Elle m'a dit, moi, je suis pas un monstre. Je suis une personne comme toi. Un jour, elle m'a montré, elle m'a dit comment il va ton étoile. J'ai dit, mon étoile, il va beaucoup bien parce que je t'aime bien. On avait des problèmes avant, quand on n'avait pas les cercles de paix, et personne n'arrivait à les régler. Et après, avec le cercle de paix, tout s'était réglé. Moi, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, d'avoir plus d'amis. Ça m'a permis de rester plus calme et d'apprendre plein de choses. Ça nous a appris à être gentils entre nous, à stopper le harcèlement, à arrêter à s'embêter, se faire beaucoup plus d'amis quand quelqu'un était seul. Ça apprend aux harceleurs d'arrêter d'harceler les gens. C'est une méthode vraiment très utile pour que les harceleurs ils arrêtent d'harceler et que pour les victimes ils apprennent à se défendre. Ma petite sœur elle s'est harcelée par des gens de sa classe. Mais après... Tu lui as parlé de la méthode ? Oui, je lui ai parlé de la méthode, elle a bien compris. Maintenant, elle n'a plus peur de se faire harceler. Et maintenant, on est sûr que plus personne va la déranger. J'ai bien aimé avec Marie et Pierre, elle nous a appris le projet. Et maintenant, avant, il y avait plein de problèmes qui se faisaient. Et ça restait entre eux, donc ils ne faisaient pas à personne. Et maintenant qu'on a appris ça, on faisait les cercles de paix. Après, ils se disaient les problèmes et ils essayaient d'arrêter les problèmes. Et maintenant, ça a marché. Et donc maintenant, il y a beaucoup moins de problèmes qui se font. Et j'ai beaucoup aimé le T'as tout compris. Ça m'a aidé un peu à me sentir mieux à l'école. Mon jeu préféré dans le T'as tout compris, c'est la chaise. J'ai bien aimé quand on me disait des mots gentils parce que ça faisait plaisir, ça me faisait chaud au cœur comme les choux doudou. Et aussi, j'ai bien aimé quand j'ai chuchoté des mots aux autres parce que j'aime bien quand ça fait plaisir aux autres, pas que à moi, parce que j'aime bien me sentir mieux avec les autres. Les chaises, on s'assoit, on dit des secrets, ça m'a fait du bien. Pour dire des trucs gentils, pour dire je suis belle, je suis formidable. Et c'est T'as tout compris qui m'a aidée. Et comme j'ai cette médaille, ça m'a fait heureuse. Grâce à Marie-Pierre, je suis devenue plus courageuse. Des fois, mes amis n'étaient plus mon ami. Et avant, quand j'étais vraiment très très triste, je voulais pleurer. Et là, maintenant, quand ils me disent je suis plus ton amie, je me dis c'est pas grave, je dis toujours j'ai des autres amis et je reste avec ces autres amis. Il m'a plu parce que ils m'ont appris à faire des cercles de paix. Et j'ai bien aimé les cercles de paix parce que avant je donnais des coups de pied, maintenant je ne donne plus. Ça m'a changé des trucs. C'était comme avant, il y avait des problèmes, après ça a changé, il n'y avait plus de problèmes à cause des choux doudou. Et moi j'avais bien aimé quand il y avait, je sais pas, quelqu'un, la maîtresse qui m'avait dit quelque chose que j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien dans mon cœur. Ça m'a permis à maîtriser ma colère et à m'exprimer. Il y a beaucoup d'élèves qui se comportent mieux et il y a moins de méchanceté. Moi, ça a changé parce qu'avant, moi, je me disputais tout le temps avec presque tout le monde. Et maintenant, je suis amie avec presque tout le monde. Et je m'entends mieux, je suis bien dans la classe et je me sens mieux à la maison aussi. On accepte mes différences. On s'intéresse plus à moi. Et
j'ai confiance en moi. Voilà. Je vais juste partager la suite, mais je pense que je suis arrivée au bout. Mm. Les 9 heures. Alors, attends. Hop, je me remets là. Alors, je vais donner à Lila le diaporama s'il y en a certains qui souhaitent la voir avec le lien de la vidéo. Enfin, le lien de la vidéo se trouve sur le site, mais là, vous avez toutes les informations. Donc, je pense que je vais l'envoyer à Lila. Hop, voilà. Nous soutenir. Voilà, il y avait l'éducation à la paix que j'ai passé un peu rapidement et comme je sais pas faire marche arrière, bon, peu importe. Donc, pour nous contacter, voilà, vous allez sur le site de l'association et vous allez avoir plein de documents parce que cette petite vidéo est la dernière que nous avons, une des dernières que nous avons réalisées. On en a d'autres qui ont été réalisées les années précédentes, l'année d'avant et l'année d'avant encore. Et donc, vous pouvez regarder et puis voir les articles qui ont été également faits à partir de ça. Voilà. Et au niveau des mails, vous pouvez nous contacter sur l'adresse de l'association ou sur mon adresse ici. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Et maintenant, j'écoute. S'il y a des questions, je suis tout à fait à l'écoute de vos questions. Merci Marie-Pierre. Merci pour ce beau partage. Alors, il n'y a pas d'autres questions que celles que je t'ai soumises, à savoir concernant le collège, mais ça va peut-être venir. J'en profite pour moi te poser une question. Tu avais dit alors, il y en a de Vanessa. Est-ce possible de rentrer plus dans le détail des cercles, s'il vous plaît? Ah, le cercle de paix. Dans le détail, alors à la fois, faut faire, je fais attention quand je dis ça parce que le cercle magique, c'est pas un outil magique. En fait, le cercle magique, je dis, c'est pas un outil magique. Il arrive après un travail où les enfants ont fait un travail de conscience d'eux-mêmes, un travail sur les émotions, qui leur donne la capacité justement de prendre la parole et pouvoir dire ce qu'ils ressentent. Sinon, ce cercle réunit les enfants autour de la maîtresse, enfin autour de la maîtresse, avec la maîtresse en cercle, et il va s'agir à cet endroit de pouvoir dire ce qui pèse sur mon cœur. Ce qui pèse sur mon cœur, mais qui concerne les enfants qui sont là. Après, on a d'autres structures qui permettent de prendre la parole sur des problèmes qu'on peut avoir d'une manière plus générale, que ce soit dans la cour de récréation ou à la maison ou en général, sur des événements que les enfants peuvent vivre. Mais là, le cercle de paix, ça concerne la classe, les enfants en présence. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la parole pour parler d'un enfant qui n'est pas présent. Ce cercle a pour intention de déposer donc ce qui pèse sur mon cœur et d'être écouté pour ça. C'est pas une instance de régulation de conflit. C'est une instance où je vais, avec mon cœur, parler de ce que ça provoque quand il se passe telle et telle chose, parce que telle personne me dit ça ou telle personne me fait ça. Je parle de mon ressenti. Et c'est là où la magie s'opère. Il est là. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, les enfants ouvrent leur cœur aussi et ouvrent leurs oreilles et leur empathie augmente. C'est-à-dire qu'ils vont être davantage touchés par un enfant qui dit je me sens blessé ou je suis triste quand tel enfant me dit que je suis nul ou que je suis mal habillé ou enfin peu importe. Eh bien, l'impact va être différent si l'enfant dit ça, plutôt que de dire oui, maîtresse, il m'embête, il me dit ci, il me dit ça, et moi j'aimerais qu'il se passe quelque chose et qu'il soit puni et que ça recommence pas. Là, à ce moment-là, on touche pas l'empathie de l'enfant. On touche au contraire même éventuellement une colère qui va se réactiver et qui va donner des résultats contraires. Donc, le cercle permet à chacun de prendre la parole. On peut dire je passe si j'ai rien à dire à ce moment-là. On peut dire sinon quelque chose qui concerne un des membres, voire plusieurs de la classe. Et à l'issue, le cercle se ferme et on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on considère que d'écouter, d'avoir entendu la souffrance de quelques-uns, le mécontentement d'autres, de difficultés que certains ont pu exprimer en relation avec les autres, est suffisant, en grande partie et le plus souvent, pour régler les problèmes. Alors c'est vrai pour, je dirais, 90% des cas. Après les 10% des cas restants,
c'est-à-dire la fois d'après, le même problème apparaît, l'enfant dit la même chose, à ce moment-là, on a une autre structure qui permet de réfléchir à, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant si la situation se répète? Donc, comment on va ensemble réfléchir par petits groupes? Là, c'est pas la maîtresse. C'est là où vous verrez, il y a une petite vidéo qui donne la parole à des enseignants sur l'école d'Obja, qui est en Corrèze, où j'ai travaillé donc il y a 2 ans. Et il y a des enseignantes qui ont une cinquantaine d'années l'une et l'autre, donc elles ont déjà tout un parcours derrière elles. Et quand elles prennent la parole sur la méthode en fin d'année, elles disent en fait qu'elles ont gagné beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont changé de posture. Elles se sont rendues compte qu'il y avait des choses qu'elles essayaient de résoudre elles toutes seules quand il y avait un problème. Alors que là, elles mobilisent la classe. Elles mobilisent les enfants dans la réflexion pour trouver des solutions qu'on va appliquer. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, pourquoi, comment. Mais elle n'a plus la responsabilité de la totalité de ce qui se passe dans la classe. Et ça crée vraiment un soulagement pour les enseignants. Et puis, ça met les enfants au cœur d'une responsabilité, d'un dispositif dont ils sont partie prenante. Donc, ça leur apprend aussi à prendre une part active dans la société pour quand ils seront plus grands. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. On est dans cette conscience qui augmente au fur et à mesure. À la fois, je suis touchée par ce qu'a dit l'autre, et en même temps, je me sens responsable et co-responsable de l'ambiance de la classe. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu. Donc, il y a des principes de la communication non violente, hein, pour ceux qui connaissent. On n'a pas réinventé le fil à couper le beurre, hein. Donc, on reprend des principes de communication non violente et on les agrémente avec d'autres situations adaptées à l'âge des enfants, des propos. Mais les règles sont simples et c'est simple à appliquer, que ce soit à la maison ou en classe. C'est-à-dire que c'est pour ça que... Justement, il y a une question, comment appliquer à la maison avec des enfants entre eux à la maison? Donc, Pareil. puisque tu en parlais, tu peux peut-être parler un tout petit peu de comment ça pourrait se jouer à la maison, mais c'est vrai que le cercle de paix, ça nécessite d'être quand même un petit peu introduit. C'est pas quelque chose de trivial. Alors, on a créé une méthode, hein, pour les parents, adaptée aux parents, qu'on a mis en place avec quelques vidéos, quelques exemples, des exercices, etc. Mais je pense qu'on est en recherche, on est en travail en ce moment pour se dire il faut qu'on améliore la transmission. Et donc, on doit améliorer la transmission à la fois en termes de formation pour des enseignants, pour des éducateurs, bon voilà, pour qu'ils puissent s'emparer de ces outils-là et les mettre en œuvre là où ils sont, et également pour les parents au sein des familles, avec un accompagnement, quelque chose qui fasse que, ben voilà, on se fait une fois par mois une visio, puis on partage sur ce qui s'est passé avec le module 1, enfin voilà, puisqu'il y a chacun, il y a 5 modules en tout cas, qui sont pour l'instant présents, où on aborde à chaque fois une thématique avec des exercices, enfin voilà. Et donc ça peut être fait de cette manière-là, mais pour l'instant on est en phase de découverte, pour nous aussi, de recherche d'un mode qui soit plus facilitateur pour les familles. Mais il est certain que tout ce qu'on met en place au sein des écoles peut être adapté, la plupart en tout cas, au niveau des familles, que ce soit sur les croyances, que ce soit sur les émotions, que ce soit sur les signes de reconnaissance, que ce soit sur la mise en place d'un cercle de paix dans la famille, etc., etc. Alors, il y a un témoignage de Vanessa qui indique, après la conférence de l'an dernier, je l'ai appliqué à la maison, c'est magique. Donc, merci. Oui. Pardon, je me permets, mais effectivement, j'ai posé la question par rapport au cercle, mais je connaissais la réponse, hein. Mais c'était parce que, comme j'avais pu assister l'année dernière et que je fais par ailleurs de la facilitation, je trouvais que c'était intéressant que vous puissiez expliquer ce qu'est le cercle, ce que sont les cercles de paix, comment c'est mis en place dans les écoles. J'avais trouvé ça formidable. Et effectivement, je ne vais pas monopoliser, mais je l'ai fait à la Non, mais c'est maison. très bien, hein, Et prendre on ta était tous place. en larmes. Papa, maman, les enfants, tout le monde pleurait. Mais ça a remis l'église au milieu du village, en fait. Et les enfants ont pris conscience. C'est pour ça que je vais témoigner de ça. Les enfants ont pris conscience qu'en fait, on était des êtres humains. Papa et maman sont des êtres humains. Ils ont des émotions. Et parfois aussi, c'est difficile. Et ça, c'était assez extraordinaire, en fait, qu'ils prennent conscience de ça. Et après, ça a pu être pareil. Donc, Merci Vanessa pour cet exemple. Effectivement, alors après, ça demande, bon, tu faisais déjà de la facilitation ou tu étais déjà dans quelque chose d'approchant, mais ça demande à bien comprendre le sens de ce groupe et de ces rituels qu'on peut mettre en place, parce qu'on peut le ritualiser. On peut se dire tous les samedis après-midi, de telle heure à telle heure. Enfin, d'ailleurs, ça dure pas forcément 1 heure, hein, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, mais on peut faire un petit rituel avec des petits bonbons, une petite bougie. Enfin voilà, on peut rendre les choses tout à fait ritualisé,
voilà, et pour le poser, parce que le cercle de paix permet de décoller en fait les timbres qu'on a collés, les choses qu'on a sur le cœur qu'on garde et qui vont faire que ça va péter à un moment donné ou à un autre. On le dépose et c'est pas en aucun cas un tribunal. Alors ça peut le devenir si on n'est pas vigilant. Il faut vraiment bien parler du sens. Le cercle de paix, c'est se donner les moyens de bien vivre ensemble, en écoutant nos différences, en écoutant nos résonances, hein, ce qui nous touche et ce qui nous a touchés particulièrement dans nos blessures, dans nos difficultés. Et ça ouvre, enfin, Vanessa le disait, il y a eu des pleurs, ça ouvre vraiment à la conscience de l'autre. Et ça peut être à la fois très simple, en fait, dans la mise en place, une fois qu'on a bien compris le principe, et c'est extrêmement touchant parce que les parents sont au même niveau que les enfants. Et eux aussi, ils peuvent dire combien ils sont fatigués, combien ils sont tristes de voir que quand ils disent quelque chose, ils ont l'impression d'être transparents et que ça fait du mal de sentir qu'on est transparent et on n'est pas entendu dans les messages qui comptent pour nous. Et ben, quand on se pose pour le dire et que là, les enfants sont là juste à écouter parce que personne ne coupe la parole, enfin, les règles sont très précises. Ben voilà, on a une qualité là qui se place dans la relation, qui apparaît et qui fait que l'empathie se développe. Donc, on va être plus sensible à la réaction de l'autre et aux conséquences que nos actions peuvent avoir sur l'autre. Donc il y a aussi un autre témoignage. Nous nous formons à la médiation par les pairs dans mon école primaire. Les enfants sont parfois plus efficaces que les adultes. Donc un témoignage dans ce Oui, sens-là. oui. Sinon, il y avait une autre question d'un autre ordre, c'est quelles sont les modalités pour bénéficier de cette méthode? Donc là, on change complètement de registre. Oui, alors en fait, elles sont encore à créer ces modalités. On a un mode opératoire et ça, bon, Dominique, tu pourrais donner une petite présentation. On s'est pas présenté d'ailleurs, on s'est pas présenté. Moi, je me suis présentée toute seule, égoïstement, excusez-moi. Mais donc peut-être Dominique et Séverine, parce que Dominique et Séverine font partie de l'association. Et bon, je pense que ça peut être bien justement, Dominique, que tu te présentes et que tu fasses un tout petit topo très très succinct sur nos modes opératoires. Et puis, Séverine, que tu te présentes aussi sur le rôle que tu as aujourd'hui dans l'association. Voilà, donc moi je suis le directeur du développement et donc pour vous donner le cadre de nos interventions jusqu'à présent, mais sachant qu'on est en train de le faire évoluer en permanence, donc on a commencé par exemple sur l'école sur laquelle on est actuellement, on rentre sur une première année où on fait euh, une première intervention sur 2 classes. Donc, il faut qu'il y ait le directeur ou la directrice qui soit vraiment moteur et trouver 2 enseignants volontaires qui s'investissent dans le dispositif. Donc, une fois qu'on a terminé l'année, il faut aller chercher, bien sûr, les financements qui vont permettre de continuer le dispositif. Et là, on prend l'ensemble de l'école. Et le dispositif, c'est on intervient en binôme avec l'enseignant 6 fois dans l'année à raison d'une demi-journée par intervention. Et donc tout ça, c'est à chaque fois, on accompagne ça avec un ensemble d'exercices dont Marie-Pierre a parlé. Donc ça, c'est la deuxième année. Et là, on est sur la troisième année, par exemple à Bonneuil, où là, on consolide ce qui a été fait. Donc les CP repartent sur un cycle complet parce qu'eux n'ont pas eu la formation. Les nouveaux enseignants sont aussi accompagnés sur l'ensemble du dispositif. Et sinon, avec les autres, on avance sur d'autres sujets comme un réseau d'échange réciproque de savoir. On initie à la permaculture, on a un intervenant qui nous permet de travailler là-dessus. On a aussi un gros travail qu'on envisage de faire, c'est pour faire venir les parents un peu plus dans l'école. Donc là, vraiment, et puis on est en train de réfléchir aussi sur le périscolaire, parce que la problématique, c'est comment on accompagne l'école dans sa globalité. Et ensuite, après la troisième année, on n'a pas encore posé les choses, mais je pense qu'il va falloir continuer à avoir un petit peu de supervision de façon à ce que le soufflet ne retombe pas. Parce que sinon, on sait très bien qu'au bout de 3-4 ans, c'est fini, c'est perdu. Et ce serait vraiment dommage parce que les transformations sont réelles et vraiment, on en est super convaincus. Et je vais passer la parole à Séverine. Oui, ben bonsoir à tous. Donc moi, je suis membre de l'association depuis le mois de mars de cette année et je suis actuellement en poste, si je puis dire, de chargée de communication. J'ai intégré l'association à la base pour devenir une future intervenante au sein d'une ou plusieurs écoles. On verra comment les choses vont se décanter avec Marie-Pierre donc pour instaurer ce climat de paix au sein des écoles qui le souhaiteraient.
Mais en attendant, je prospecte, si je puis dire. Donc, j'ai rencontré une directrice d'école à Oswald qui est très intéressée par la méthode. Donc, nous organisons avec l'association en ce moment une journée événement d'échanges et de rencontres avec Marie-Pierre au sein de cette école qui se fera normalement le 19 mars prochain. Donc, on est en train de préparer l'événement. C'est vraiment tout récent. Voilà ce que je peux dire. J'ai rencontré l'association parce que je suis à l'initiative d'une conférence que j'avais donc organisée à Strasbourg au mois de février dernier sur prévenir le harcèlement scolaire en favorisant l'épanouissement des enfants. Donc c'est pour ça que j'avais eu un coup de cœur pour le travail effectué par l'association jusqu'ici et qui a pas mal évolué en presque un an maintenant. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait leur faire confiance. En tout cas, moi, je m'y sens très bien et ce sont vraiment des personnes formidables Oh, écoute, derrière merci, de. Lévré. Mais oui, non, mais c'est vrai. Donc, On faut s'envoie être des prêt. doudous, en fait. C'est ça le principe, ça, c'est qu'on a Oui, compris mais c'est comment ça important fonctionnait. aussi On de. s'envoie des doudous. Oui, mais je pense que c'est important de souligner Bien sûr, mais toute la bienveillance qu'il y a derrière tout ça et l'amour. On en parlait tout à l'heure. Tu en parlais vraiment de façon très positive et claire. Et donc, oui, on est là pour diffuser de l'amour. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Donc, voilà, on le fait avec sérieux et, et avec un côté rationnel, mais aussi un peu léger. Je pense que c'est important aussi. Mm. Voilà. Merci, Alors, merci, merci, c'est vrai. L'idée, en fait, je voulais vous partager mes rêves parce qu'en fait, l'association, enfin, ce projet-là, il existe, on va dire, depuis 5 ans en germe, 5, 6 ans. Puis là, ça fait 3 ans qu'il se met en œuvre avec, on découvre des choses. Parce que, par exemple, cette circulation de l'amour, j'aurais jamais imaginé les conséquences d'un exercice qu'on a fait, parce qu'on avait donc la 4e session, c'était sur les signes de reconnaissance, donc comment l'amour circule. À l'issue de cette 4e session, il y a eu un truc incroyable qui s'est passé dans l'école. C'est-à-dire qu'on s'est dit, waouh, ça a quand même un impact hyper fort. C'est-à-dire que les enfants se faisaient des petits papiers, des petits chauds doudous, ils en avaient plein les poches, ils allaient en mettre dans les classes. Enfin, il y avait tout un dispositif qui pouvait être à leur disposition. Mais ils avaient le sourire, enfin, on sentait qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait un avant et un après. Chose qu'on n'avait pas mesurée quand il y avait eu que 2 classes, parce que c'était pas aussi visible que là, c'était sur l'ensemble de la classe, de l'école, pardon. Aussi bien les petits que les plus grands, ils se distribuaient des chauds doudous. Ils allaient vraiment dans ce sens avec beaucoup de joie, de créativité, et ça a créé quelque chose pour nous de se dire, mais on a sous-estimé le pouvoir de l'amour. On a sous-estimé cette énergie merveilleuse qui est en nous et qu'on peut partager et qui transcende vraiment nos vies et qui permet de faire des projets magnifiques. Donc, dans le projet, il y a vraiment, comme vous pouvez l'entendre, sans doute, Séverine l'a dit, on est en évolution permanente. On est en recherche. On a envie alors tout en se canalisant et pas en s'éparpillant non plus, parce que ce serait pas favorable, mais on a envie de créer vraiment une, euh, une communauté, en fait. C'est-à-dire que pouvoir avancer ensemble, faire des expériences, se retrouver par moments et puis continuer à pouvoir partager les choses qui ont fonctionné, nos espoirs, nos envies, enfin, voilà, de créer une communauté où on est en fait relié à cette conscience que le monde peut changer, que ça passe par l'éducation, effectivement, et ça passe par notre aussi rééducation, parce que nous sommes des parents, des grands-parents, des éducateurs, et donc on a notre rôle à jouer, mais que cette avancée peut être collective, en fait. On peut vraiment se soutenir pour avancer dans ce sens-là. Et nous avons le projet d'avoir un lieu, alors on ne sait pas encore où, mais où on pourrait donc accueillir des stages, où ce serait un lieu résidentiel, où on pourrait faire des fêtes aussi ensemble et partager sur les expériences que nous menons. Donc on va se mettre en 2025 à la recherche de ça pour pouvoir s'installer et puis accueillir, en fait. voilà. Donc justement, c'est une petite réponse. Il y a eu une question à un moment donné qui demandait où se situe l'association et a-t-elle des antennes dans plusieurs villes. Donc moi, je peux y répondre un petit peu. Donc déjà, pour l'instant, on est plutôt en région parisienne, mais je dirais qu'on a des intervenants qui sont un petit peu situés partout, puisque Séverine s'occupe de Strasbourg.
on a un projet Bordeaux. en train de démarrer à Bordeaux. Là, aujourd'hui, moi, je suis à Besançon et donc il y a des demandes aussi. Et on a un gros projet qui est de monter un organisme de formation pour former des gens pour qu'ils puissent déployer la méthode derrière, donc avec de la supervision, avec de la coordination. Donc là, c'est un projet qui est en train de se lancer aussi, qui va nous demander aussi beaucoup d'énergie. Donc pour l'instant, on n'a pas de locaux, mais on, on est organisé pour arriver à fonctionner, je dirais, dans ces conditions-là, puisqu'on intervient dans les écoles. Voilà. Voilà, nous sommes une petite association, hein, je pense que vous l'avez compris. On n'est pas dans toutes les villes, etc. On est une petite association avec un projet très ambitieux. Je pense que c'est bien d'avoir des ambitions dans la vie, surtout là, avec ce qu'on traverse. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette ensemble et qu'on avance pour proposer autre chose que ce qu'on vit actuellement. Et ça me paraît être un moteur aussi très fort qui nous porte. C'est-à-dire on garde confiance, espoir dans la nature humaine, dans le fait de se rassembler, de créer une société dans laquelle on aura envie de vivre et dans laquelle on a envie que nos enfants puissent vivre. Alors, je vois une autre question. Combien est-il de membres dans l'association? Alors, l'association, pour l'instant, on n'est pas dans une logique d'augmenter les membres de l'association, c'est plutôt les gens qui travaillent, enfin qui œuvrent bénévolement, qui sont membres de l'association, qui l'aident à la structurer et à la porter. Par contre, c'est vrai que là, actuellement, on est dans une phase où on a lancé un petit crowdfunding pour nous aider à financer. On a une intervention dans une école maternelle, donc on n'en a pas parlé. Marie-Pierre, tu peux peut-être en dire deux mots? Oui, à Bonneuil-sur-Marne, donc où nous sommes intervenus, donc c'est la troisième année. C'est une école qui jouxte une école maternelle dont je connaissais aussi la directrice parce qu'en fait j'ai travaillé sur cette ville. Et la directrice en maternelle, elle m'a dit, mais moi j'adorerais qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'école maternelle. Et donc on avait cette envie, mais on s'est dit, bon, il faut qu'on adapte les outils, enfin, parce qu'on fait pas la même chose avec des enfants qui ont 4 ans, 5 ans qu'avec des 6 7 8 ans. Donc on a travaillé et on continue de travailler, séance après séance, à l'adaptation de la méthode sur 6 sessions pour des tout petits. Donc là, on a déjà fait 2 séances. C'est juste formidable, mais on a pris cette décision de le faire bénévolement puisque nous n'avions pas débloqué les fonds, on n'a pas, bon, voilà, il fallait se prendre une décision d'expérimentation qui était intéressante pour nous parce qu'on a un terrain où on avance avec les petits et ce qu'on y voit est vraiment tout à fait intéressant pour nous. Ça nous fait avancer, mais voilà, on a décidé de le faire gratuitement. C'est pour ça qu'on a lancé un crowdfunding en disant, ben, voilà, si vous voulez nous aider, ben, vous êtes les bienvenus, hein, ça sera utilisé à bon escient et on développera en fait ensuite cette partie de travail dans les maternelles, grande section maternelle pour l'instant, et puis on fait un projet grande section maternelle CP CE1 et puis CE2, CM1, CM2 avec une variante donc adaptée en fonction de l'âge de chacun. Alors, je vous mets le lien, donc c'est directement accessible sur le site educat.fr, mais le lien directement si jamais vous voulez voir, vous voulez nous soutenir même. Donc Oui, là, et puis et de diffuser en fait, parce que on est vraiment dans cette phase où il faut que les gens le sachent. Il y a des moyens, on peut agir autrement. On n'a pas besoin d'avoir vraiment des moyens extraordinaires financiers débloqués. On peut faire des choses, c'est une question de choix. Et on peut permettre aux enfants, et dès le plus jeune âge, à pouvoir voilà, avoir une autre vision du monde, à une autre vision d'eux-mêmes, à travers une autre vision d'eux-mêmes. Et c'est possible ça. Et de ça arrive la paix. En fait, la paix, ça peut pas être un idéal à poursuivre comme ça si on continue à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Il faut comprendre, résoudre les problématiques internes dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette dissociation entre qui je dois être et puis qui je suis vraiment. Et ça, plus on aborde ça chez les enfants jeunes, eh ben plus ça leur donne les moyens en fait d'avancer dans la vie en étant en contact avec qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les attire et ce qui leur donne l'envie de partir. Enfin, et ça, c'est essentiel, essentiel comment dire, à cultiver dès le plus jeune âge. Parce qu'à ce moment-là, on évite toutes les problématiques que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc pour les réseaux sociaux, on a un compte Facebook et donc là je viens de le mettre en ligne. C'est Séverine qui s'en occupe. Donc si tu veux. Voilà, j'ai vu, Séverine, que quelqu'un souhaitait te contacter, mais bon, oui, par Lila, c'est possible d'avoir tes coordonnées.
Oui, j'ai donné mon contact, ma boîte mail. Et puis sinon, via les réseaux sociaux, effectivement, j'anime entre autres la page Facebook et LinkedIn. Normalement, il y a d'autres personnes de l'association qui vont animer ces pages avec moi, mais en ce moment, c'est moi. Voilà. Et donc, pour tout ce qui touche à ce qui se passe sur la région de Strasbourg, c'est Séverine qui est en responsabilité de coordonner l'ensemble pour l'éducation, parce que nous, on est quand même beaucoup, beaucoup pris. Et c'est vrai qu'on a vraiment, moi, je te remercie, Séverine, parce que c'est vraiment super chouette le boulot que tu fais. Voilà. Ouais, voilà. On va aussi lui envoyer des signes, hein, parce qu'elle a fait un super travail, c'est vrai. Et merci à Lila aussi de nous avoir proposé ce temps de partage avec vous. Alors, je vois qu'il y a moins de personnes que de prévu, mais comme la visio enfin, je veux dire, la conférence est enregistrée, ça permettra à certaines personnes qui n'étaient pas là ce soir d'en prendre connaissance. Je l'espère en tout cas que ça soit possible. Voilà. Et puis, si vous souhaitez, je vais t'envoyer de toute façon, Lila, le PowerPoint, bon, qui n'est pas non plus quelque chose d'extraordinairement riche et fourni, mais si les personnes n'ont pas pris de notes sur des références, etc., ça peut permettre de pouvoir avoir ça à travers le PowerPoint. Donc, tu pourras le diffuser si les personnes le demandent. Bien sûr. J'en profite juste avant donc ces dernières minutes, mais il y a une personne qui posait la question de savoir combien de membres il y avait au niveau de l'association, juste pour lui répondre si elle est encore là. Oui, ben, c'est ce que j'avais dit. On est une trentaine de personnes. C'est-à-dire que ce sont uniquement les personnes proches impliquées. Bon, il y a quelques personnes qui vont adhérer en tant que sympathisants, mais euh, on est plutôt sur des logiques euh, de crowdfunding. Donc, si vous voulez nous soutenir, c'est plutôt par des dons. Adhérer à l'association. Après, nous, ça nous oblige à gérer une logistique en termes de euh, rapport d'activité, l'Assemblée générale. Enfin, on est en train de se structurer. Peut-être qu'on va changer de stratégie. Là, on cherche des gens qui veulent nous rejoindre au conseil d'administration. Donc, s'il y a des amateurs, il n'y a pas de souci. Voilà, non, on cherche effectivement des personnes qui auraient envie de donner un peu de leur temps, qui sont intéressées et qui s'associeraient à nous. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, plus que des adhérents, où je ne serai pas aussi formelle que Dominique. On peut avoir des adhérents. Si vous souhaitez adhérer, adhérer. Oui, Je oui, veux dire, bien sûr. Oui, oui, c'est on n'est pas interdit. contre. Mais c'est vraiment une envie de faire une équipe, en fait, de construire une équipe avec des personnes qui ont des, des compétences, des manières de faire, de voir qui se conjuguent aux nôtres, et puis du coup qui nous permettent de travailler encore de manière plus riche. On établit des commissions par thématiques, hein, que ce soit la recherche de fonds, que ce soit la communication, que ce soit la pédagogie, quoi. Voilà, on a un certain nombre de commissions où ben, on peut être plusieurs à se retrouver, à réfléchir ensemble, et puis à faire part aux autres de nos avancées. Donc on en est là aujourd'hui, hein. Donc s'il y en a Si, parmi vous qui se sentent l'élan, eh bien, euh, s'il y a un contactez-nous. spécialiste de la recherche de fonds, il n'y a pas de problème, je prends. Ah oui, oui, oui. Et même en communication, hein, je veux dire, Séverine, elle aurait tout à fait envie et avantage à travailler en collaboration avec d'autres, hein, qui auraient des compétences conjuguées aux siennes. Enfin voilà, on a tous. Enfin, c'est un principe qu'on porte dans le projet, mais c'est un principe qu'on porte dans l'association. C'est-à-dire que on n'a pas. Personne n'est plus important que quiconque. Je veux dire, si on est ensemble et qu'on se met dans cette synergie avec les orientations que je vous ai évoquées tout à l'heure, qui sont vraiment notre vision, la manière d'avancer, bon, ben voilà, tout le monde est bienvenu. Voilà, Lila, je crois qu'on va pouvoir Donc, arrêter là. beaucoup de remerciements vous sont adressés en disant que l'espoir est là et on vous félicite pour cette belle énergie communiquée ce soir. Voilà, des découvertes inspirantes et intéressantes. Donc, merci Marie-Pierre. Voilà, et faites circuler, n'hésitez pas, faites circuler le lien de l'association, faites circuler le crowdfunding. Enfin voilà, plus on a de soutien, plus ça nous fait chaud au cœur à nous aussi, et puis plus on peut continuer dans ce sens-là. Et je suis convaincue que le chemin ne fait que commencer. Parfait, merci beaucoup. Merci aux parents présents en nombre ce soir. Et donc, comme Marie-Pierre et Dominique le disaient, un replay sera disponible et sera partagé aux Voilà, je parents te qui vont être là ce soir. Ok. Donc, tu peux peut-être couper l'enregistrement. Oui, je coupe l'enregistrement, donc au revoir à tout le monde.